Bonjour Claudie Didjian. On va partager un petit moment pour parler de l'empathie chez l'enfant, qui est ton dernier ouvrage. Et donc, dis-nous un petit peu qu'est-ce qui a motivé cette recherche et cette réflexion sur l'empathie et l'enfant. Alors, il se trouve qu'en 2015, j'ai vu à la télévision un documentaire qui s'appelait Entre toi et moi l'empathie, que j'ai trouvé absolument passionnant. Et du coup, j'ai écrit plusieurs chroniques dans la revue Grandir autrement, pour laquelle j'écris une chronique régulière, sur certaines choses que j'avais vues dans ce documentaire. Et puis en creusant un peu plus, je me suis dit que oui, il y avait sûrement matière à écrire un petit livre dans la collection des petits pratiques où sont publiés beaucoup de mes autres livres. Et voilà, comme je me suis retrouvée à écrire ce livre. Mais c'est vrai que le déclencheur, ça a vraiment été ce documentaire que je vous invite à regarder. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Pour faire simple, je dirais simplement que l'empathie, c'est la capacité à ressentir les émotions, les sentiments, les joies, les douleurs et tout ça de l'autre. Mhm. Alors, est-ce que c'est une compétence, c'est une qualité? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Alors, comme je l'explique dans le livre, il y a quand même beaucoup d'expériences qui ont été faites, montrant qu'il semble bien qu'il y a effectivement une capacité innée à la naissance de ressentir ce genre de choses. Après, ça peut être développé, nourri ou au contraire détruit. Donc, au fait, chaque enfant qui naît au monde a une capacité d'empathie parce que c'est quelque chose qui est dans la nature humaine, voire chez les animaux aussi. Oui, voire chez tout le vivant, même, puisque je parle même de plantes, où on pourrait dire qu'il y a une certaine empathie entre des arbres ou certaines plantes. Donc, effectivement, ça semble quelque chose qui est vrai pour tout le vivant, finalement. Mhm. Donc, c'est présent chez les animaux, mais présent chez l'homme. Et alors, Ouais. qu'est-ce qui fait que cette empathie disparaît chez l'être humain? Est-ce que tu as des exemples concrets ou comment justement faire attention pour préserver et faire grandir l'empathie chez l'enfant? Oui, alors je pense qu'effectivement, ça peut être détruit par des mauvais traitements ou un manque de soins, hein, de la négligence. Je pense à une expérience, enfin malheureusement, sur des enfants soldats dans je ne sais plus quel pays d'Afrique qui avaient été emprisonnés donc, et à qui on montrait des visages. Parce qu'en fait, à la base de l'empathie, à savoir pouvoir éprouver ce qu'éprouve l'autre, encore faut-il savoir reconnaître ce qu'il éprouve. Et si on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas éprouver. Et donc, ces enfants soldats, on leur montrait des photos de visages qui exprimaient les principales émotions, colère, joie, tristesse. Et on leur demandait qu'est-ce que, d'après eux, éprouvait la personne en question. Et en fait, ils ne reconnaissaient pratiquement que de la colère, même quand ce n'était pas ça qui était montré finalement. Et donc, l'explication, c'est que ces enfants-là, de par leur expérience malheureuse dans leur courte vie, déjà, sûrement qu'ils n'avaient pas beaucoup vu exprimer de joie, ça c'est clair. Et en fait, c'était aussi un moyen de survie, de protection, d'imaginer que tout ce que montrait l'autre, c'était de la colère dont il fallait se protéger. Et donc, ça, c'est vraiment un exemple typique de personnes chez qui on a détruit la capacité d'empathie en détruisant leur capacité à reconnaître chez l'autre ses propres sentiments, quoi. Mhm. Alors, est-ce que c'est l'origine de la violence du monde, ce manque d'empathie que les enfants perdent dans les premières années de leur vie? C'est bien possible, hein, c'est bien possible. Et quand on sait l'extension des mauvais traitements à enfants, on peut se dire effectivement qu'on détruit beaucoup de choses et que ça a des conséquences pour plus tard dans leur vie, dans leurs interactions sociales. Ça, c'est clair, oui. Oui, oui. Parce que Gordon, médecin américain, ou Alice Miller, qui a travaillé sur les pédagogies noires, sur
les conséquences dans la vie de l'adulte de violence et de maltraitance ont Non. montré un lien de violence qui Ouais, était très, très présent pendant cette enfance. bien sûr. Bon, heureusement, c'est pas automatique, hein. C'est pas parce qu'on a été maltraité qu'on va obligatoirement maltraiter autrui. Mais quand on maltraite autrui, c'est pratiquement sûr qu'on a été maltraité. Et du coup, alors comment, en tant que parent ou professionnel, je peux être attentif pour peut-être faire grandir cette solidarité et cette bienveillance qu'ont les enfants? Je pense qu'effectivement, par exemple, par rapport aux enfants ou aux tout petits, tout on appelle de façon un peu générale et simplificatrice le maternage proximal, c'est-à-dire toutes les pratiques qui favorisent un lien, une proximité entre la mère et le père aussi d'ailleurs, hein, il est inclus là-dedans, et le bébé, ne peuvent que nourrir cette empathie en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aller-retour, de cercle vertueux qui fait que l'empathie naturelle du bébé est nourrie aussi par l'empathie de la mère et du père envers le bébé. Depuis quelques années, on parle beaucoup du pot à pot. Au Mhm. départ, il avait été découvert pour les prématurés des pays en voie de développement. On s'aperçoit que c'est une pratique qu'il faut utiliser même aussi en Occident, en Parfait. France. J'ai vu là, hier ou avant-hier, une étude qui vient de sortir justement sur les bienfaits du pot à pot pour tous les bébés, pas seulement effectivement les bébés prématurés. Mhm. De toute façon, la façon de s'occuper d'un bébé prématuré, je dirais, il n'y a pas de différence en fait. Je veux dire, bon, bien sûr, il y a des choses techniques à faire par rapport à la prématurité, mais je veux dire, voilà, la proximité, le pot à pot, le portage, l'allaitement et tout, bien sûr que c'est bon pour les prématurés, mais c'est bon pour tous les bébés. Et donc, du coup, en fait, il faudrait peut-être que nos civilisations accordent plus de douceur à la femme enceinte et aux premiers mois de la relation parent-enfant, justement, pour Oui, faire grandir cette résilience collective. tout à fait. Et informer aussi des bienfaits de ces pratiques-là. Mhm. Et je pense justement la commission des 1000 premiers jours, hein, qui avait été mise en place en septembre et qui devait donner ses conclusions au mois d'avril. Bon, ben là, effectivement, c'est sûrement un peu au point mort pour l'instant, mais viser à ça, à donner des grandes lignes directrices sur la meilleure façon de respecter les besoins du bébé les 1000 premiers jours, donc ça voulait dire à partir du 4e mois de grossesse et jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Mhm. Donc bon, ben j'espère toujours que ces conclusions et ces propositions vont sortir quand même bientôt. Je te remercie pour ce partage. Pour conclure sur notre petit échange, alors, en trois mots, qu'est-ce qu'on peut dire sur la résilience et puis comment la favoriser en famille? Alors, je voulais dire effectivement par rapport aux dégâts que peuvent produire des pratiques pas optimales, voire de la maltraitance et tout ça, qu'il y a quand même chez l'humain effectivement une capacité de résilience et de réparation, disons, hein. Et j'en veux pour preuve des orphelins qu'on avait trouvés dans les orphelinats de Roumanie juste après la chute de Ceausescu, qui étaient dans un état terrible, hein, qui restaient pendant des mois, des années peut-être, enfermés dans leur lit à barreaux sans rien, sans aucune interaction sociale ni rien. Et donc on avait fait passer, je pense que c'était des IRM de leur cerveau, et il y avait des zones qui étaient désertiques, hein, complètement. Et donc après, ces enfants ont été pris en charge dans des familles d'accueil, tout ça, bon, a priori dans de bonnes conditions. Et quand on a refait passer des IRM quelques années après, ces zones désertiques s'étaient à nouveau régénérées, disons. L'imagerie cérébrale et les neurosciences montrent justement cette capacité de résilience, et c'est encourageant. Eh ben, je te remercie pour cette petite conclusion. Et c'est pas parce que on a commencé une vie difficile qu'on ne peut pas devenir un ado ou un adulte heureux.
et bien traitant. Voilà. Eh ben, écoute, merci Claude de soutenir Merci à l'association toi. OSE. Et puis, à bientôt et merci pour le travail que tu fais sur l'accompagnement des futurs parents et des parents sur la question de l'allaitement. Merci. Merci à toi.